On se retrouve donc dans cette deuxième vidéo dans laquelle je vais récupérer le travail tel que nous l'avions laissé dans la vidéo précédente. Donc on avait créé un sol composé de plusieurs petits cubes, on avait créé un personnage, une maison et un petit script qui permet de faire en sorte que le personnage se déplace en direction de la maison, comme ceci. On avait aussi vu que le personnage était capable d'éviter tout type d'obstacle sur la route. Donc là, ce qui serait sympa, ça serait déjà de faire en sorte que notre maison perde de la vie lorsque le personnage la touche. Alors je vais retourner dans le script que nous avions écrit, et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer déjà la fonction update, et je vais appeler une autre fonction qui sera le onTrigger enter, qui prend en paramètre un collider que je vais appeler call. Donc cette fonction trigger nous permet de détecter lorsqu'on rentre en collision avec un objet trigger. Si vous vous rappelez bien, ici on avait créé un objet invisible avec un collider, donc un petit cube, et ce cube était en trigger. Alors, je vais faire une condition, donc if call.gameObject.name est égal à homme, donc c'est-à-dire si on touche bien la maison, je vais faire destroy this.gameObject. Donc ça va me permettre de détruire mon personnage. Je vais lancer ça comme ça pour tester déjà si le script fonctionne. Alors techniquement, mon personnage devrait être détruit lorsqu'il touche l'objet invisible. On teste. Et là, le personnage est bien détruit. Donc c'est pas mal, on a déjà un premier élément de jeu qui fonctionne. Alors avant d'aller plus loin, je vais créer un nouveau script, donc clic droit, create C# script, et je vais l'appeler Game Manager. Alors ce Game Manager, c'est vraiment ce qui va nous permettre de gérer le jeu, comme par exemple gérer les vagues d'ennemis, gérer les points de vie du château, ce genre de choses. Donc je vais créer une variable public statique vie est égal à 5. Donc ça, c'est les points de vie de mon château. Par contre, c'est un int. Voilà. C'est les points de vie de mon château au début du jeu. Ensuite, je vais appeler la fonction update. Et dans cette fonction, je vais modifier le texte ici afin que le nombre de cases corresponde au nombre de points de vie. Donc je vais déjà créer une variable public texte mesh texte vie. Donc là j'ai créé une variable de type texte mesh. Regardez, mon script ici game manager, je vais le mettre quelque part, peu importe. Je vais par exemple le mettre sur la caméra. Donc je fais glisser mon script sur la caméra, comme ceci. Et là vous voyez que la variable texte vie apparaît. Alors dans cette variable texte vie, j'ai la possibilité de prendre le texte et de le faire glisser déposer comme ceci afin d'attribuer le texte à la variable. Et ici je pourrais dire texte vie est égal à, et par exemple je mets 1, 2, 3. J'enregistre, donc je fais CTRL S, je retourne ici, je lance le jeu, donc là j'ai une erreur, c'est textevie.text. Voilà. Je lance le jeu et regardez, la barre de vie devrait changer, donc là j'ai 5 petits carrés. Dès que le script sera compilé, normalement je devrais en avoir 3. Et on n'a bien que 3 points de vie au-dessus de ma maison. Donc ça fonctionne, on peut changer le texte par script. Alors ce que je vais dire tout simplement ici, alors ce que je vais faire, hop, c'est plutôt des conditions. If vie est égal à 5,
textv.text est égal à 1, 2, 3, 4, 5. Else if v est égal à 4, là c'est égal à 4. 3, 2, 1. Alors je sais que le code est un peu répétitif, on aurait pu faire plus propre que ça, mais c'est pour que ce soit plus facile à comprendre. Comme ça va marcher. Donc là, tout simplement, je fais des tests. Si v est égal à 5, j'affiche 5 barres de vie. Si v est égal à 4, j'en affiche 4, etc., etc. Bon, c'est pas compliqué à comprendre. Donc là, j'enregistre. Et ici, je retourne dans mon script mob. Et avant de détruire mon personnage, je vais accéder à la valeur de la variable vie, car cette variable est en public statique. On peut donc y accéder à partir d'un autre script. Donc pour accéder à ma variable vie, je dois d'abord marquer le nom du script dans laquelle elle se trouve. Donc là c'est game manager, point, le nom de la variable, donc point vie, moins moins. Donc moins moins, ça permet de diminuer de 1 la valeur de game vie. Du coup maintenant si je retourne dans Unity, je vais lancer la scène, comme ceci. Donc ça compile, ok. Là j'ai 5 barres de vie, je vais être touché, regardez, hop, j'ai plus que 4 barres de vie. Car effectivement, j'ai perdu un point de vie. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est supprimer ce personnage ici. Et ce que je souhaiterais faire, ça serait faire apparaître donc mes monstres quelque part ici. Donc je vais créer un nouveau objet vide, voilà, je vais mettre en bleu, et je vais l'appeler spawn. Donc spawn, c'est ici que je vais pouvoir faire apparaître mes monstres. Donc je le mets un peu haut, à 0,6. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau script. Clic droit, create C#. Je vais l'appeler spawn. Et ce script spawn, je vais le mettre sur l'objet spawn. On va venir éditer ce script. Alors ce script va nous permettre de faire apparaître à intervalles de temps réguliers des monstres ici. Donc vous allez voir, ça va être super simple. On édite le script. On va d'abord créer une variable qui sera en public. Donc ça sera un GameObject. Et ce GameObject, ça sera le mob. Donc l'objet monstre. Ensuite, on fait une autre variable en float qui sera le intervalle qui sera égal à, par exemple, 3 secondes. Donc ça, c'est l'intervalle de temps qui va s'écouler entre l'apparition de deux personnages. Alors, je vais créer une fonction. Je vais l'appeler void spawn. Et cette fonction, elle fera uniquement un instantiate. Donc elle va instancier le mob à transform.position, c'est-à-dire la position de l'objet sur lequel est attaché le script, et je vais mettre quaternion.identity. Donc en fait ça c'est les trois paramètres qui composent la fonction instantiate. Vous devez dire quel objet vous voulez faire apparaître, vous devez dire où vous souhaitez le faire apparaître, et vous devez spécifier une rotation. Et dans ma fonction start, je vais utiliser invoke repeating pour appeler une fonction. Donc ça va me permettre de lancer une fonction. Je veux lancer la fonction spawn, comme ceci. Et ça prend en paramètre le temps qui doit s'écouler avant d'appeler à nouveau la fonction. Car invoke repeating nous permet d'appeler à intervalle de temps régulier une même fonction. Donc ça va nous permettre d'appeler cette fonction à l'infini. Donc là, je spécifie intervalle qu'on a déclaré ici. Donc là, regardez, j'ai bien ici... donc là, j'ai une erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai pas le droit d'avoir une fonction qui a le même nom. Donc je vais l'appeler spawnMob. Voilà. La fonction avait le même nom que le script et ça passe pas.
Du coup là ça compile, regardez, attention, hop, là je peux placer mon monstre comme ceci, et vous voyez l'intervalle est de 3 secondes. Je lance le jeu, et là on va attendre 3 secondes, 1, 2, 3, hop, un monstre apparaît, 1, 2, 3, hop, un monstre apparaît. Je peux même mettre une seconde si je veux, ça fera apparaître les monstres beaucoup plus vite. Peut-être qu'il faut que je mette une seconde avant, voilà, parce que du coup, sinon ça ne prend pas en compte les modifications. Voilà, donc là vous allez voir, les monstres vont être instanciés beaucoup plus vite. Et regardez, ma vie elle descend, hop, 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 la vie descend beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Du coup là j'ai perdu, hein, car j'ai plus de vie. Alors, on peut se mettre par exemple en 2 secondes, au moins on tranche la poire en deux, et on va pouvoir, par exemple, programmer l'explosion de notre château. Donc je vais retourner par exemple dans mon Game Manager. Et ici, dans le else, c'est-à-dire si la vie est égale à 0, je vais faire un GameObject.find. Je vais rechercher l'objet que je vais appeler par exemple house. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un instantiate. Alors, je vais instancier quoi? Je vais instancier le GameObject particule. Donc je vais instancier particule. Où est-ce que je veux l'instancier? Je veux l'instancier à GameObject.find.house.transform.position, c'est-à-dire à la position de la maison. Je veux l'instancier en quaternion.identity. Voilà. Et ensuite, je vais faire un destroy de GameObject.find.findHouse. Alors, on va récapituler tout ça. Normalement, ma maison devrait exploser. Donc, on va ajouter l'explosion. Pour cela, je vais sur ma caméra qui contient le script. Dans mes particules, je vais aller dans les particules système, dans les préfabs, et je vais prendre explosion que je vais faire glisser ici dans ma variable. Je lance le jeu, et regardez, normalement, ma maison devrait exploser puis disparaître lorsque j'aurai perdu mes 5 points de vie. Donc là j'en ai 5, 4, 3... Attention, ça va bientôt exploser. Dernier ennemi, et là, poum, ma maison a explosé. Donc ces petites particules, vous pouvez aussi les faire apparaître, par exemple, sur les ennemis lorsqu'ils disparaissent. Poum, vous pouvez faire par exemple des petits feux d'artifice. Vous avez plein de choses. Vous avez des petites étincelles. Bon, après, vous pouvez trouver des particules ailleurs hein, que sur Unity. Je regarde juste l'explosion mobile, si elle est un peu plus petite. Ouais, pourquoi pas. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire ça. Au niveau de votre ennemi, donc on peut créer une nouvelle variable particule aussi. Et juste avant de détruire votre ennemi, vous pouvez faire un instantiate de particules. Donc vous faites instantiate particule à transform.position, c'est-à-dire à la position de votre ennemi, comme ceci. Et du coup, au niveau du préfab de notre ennemi qui se trouve, attention, ici, on a la variable particule. Et vous pouvez prendre explosion mobile, comme ça, on enregistre. Et là, du coup, je vais lancer ma scène. Et normalement, lorsque mon monstre touche la maison, il devrait exploser aussi de façon spectaculaire. Boum. Alors par contre, vous voyez ici, les autres monstres tremblent un peu. C'est parce qu'en fait,
l'explosion provoque une vraie déflagration qui propulse tous les objets. Alors déjà, je vais supprimer l'explosion que j'avais ici. Voilà. Et si vous ne voulez pas que votre explosion provoque cette déflagration, bah, ce que je vous propose, c'est de décocher les deux scripts, comme ceci. Alors les scripts, en fait, c'est ce qui provoquait l'effet de propulsion en arrière quand il y avait une explosion. Donc là, normalement, il ne devrait plus y avoir de soucis. Poum. Donc là, les ennemis explosent un à un, comme ceci. Et la maison aussi devrait exploser. Voilà. Alors, si vous souhaitez, vous pouvez mettre par exemple un petit système de particules avec un fantôme qui sort du corps de l'ennemi lorsque celui-ci touche la maison. Bon, voilà, au niveau des vagues d'ennemis, au niveau de la gestion de la santé de notre maison, donc on a déjà fait pas mal de choses. On a vu aussi comment mettre des petits effets spéciaux. Vous pouvez ajouter du son si vous le souhaitez. Alors pour cela, vous devez créer une variable publique qui sera un audio clip qu'on va appeler son. Et au moment de l'explosion, par exemple, vous pouvez faire get component. Donc on va récupérer le audio source. Donc l'audio source c'est ce qui permet de jouer le son. Et on va faire .play one shot et nous on va jouer le son que l'on a appelé son. Alors là mon ennemi n'a pas de audio source. Du coup, on clique sur mon ennemi, on va faire add component, audio, audio source et comme ça mon ennemi a un audio source. Par contre, maintenant, mon ennemi n'a pas de son attaché. Donc là, j'ai pas de son d'explosion sous la main. Je vous invite à en trouver sur internet. Là, j'ai des sons d'horreur qui font peur. Mais du coup, c'est juste pour vous montrer qu'on s'en fout. Voilà, et votre son, il suffit de le faire glisser dans la variable son. Et le son se lancera lorsque votre ennemi touchera la maison. Donc on peut juste tester pour voir si ça marche. Même si c'est pas du tout un son d'explosion. Donc tant pis. Donc là ça fonctionne, hein, le son est dans le casque, vous ne l'entendez certainement pas. Mais du coup c'est comme ça que vous pouvez jouer des sons. Donc là on est pas mal. Du coup, bon bien sûr il reste à gérer le positionnement des tours. Lorsque le joueur cliquera sur la carte, ça fera apparaître une tour à l'endroit où le joueur aura cliqué. Il faudra aussi programmer le fait que les tours tirent sur les ennemis afin de défendre votre base. On pourra programmer l'argent à gagner, on pourra programmer les évolutions de tours, etc. Donc ça c'est dans les prochaines vidéos. Là je vais juste en profiter pour vous montrer un tout petit truc. On peut s'amuser à appliquer des effets visuels sur notre caméra. Donc là on a importé un package avec les effects. Alors j'avoue je les connais pas tous, mais on va les regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, on a les images effects, on a les scripts. On va par exemple essayer le bloom. Alors en fait là il s'agit de scripts que vous retrouvez dans les images effects. Il s'agit de scripts qui vont déformer en gros la vision de la caméra. Si je fais glisser le bloom et qu'on augmente l'intensité, vous voyez, regardez ce que ça provoque. Le bloom en fait ça récupère les couleurs assez vives et ça crée une sorte de petit halo lumineux. Donc là vous voyez ça me fait pour le jaune, pour le rose, pour le bleu. Les couleurs sombres par contre ça impacte pas trop. Mais ça permet de raviver un peu les couleurs et de faire une sorte de petit rayonnement. Donc là ça peut être pas mal. Vous voyez vous pouvez définir pas mal de petits paramètres. Vous pouvez définir l'intensité, etc., etc.
Il y a le blur, donc le blur ça permet de flouter, là je vais le désactiver. Mais ce qui est pas mal avec le blur, c'est qu'on peut aussi l'utiliser par exemple lorsque la caméra est en mouvement. Si vous voulez flouter la vision pendant que le personnage tourne la tête à grande vitesse, ça permet de rendre votre jeu plus réaliste. Ça permet de flouter quand vous bougez, c'est pas mal. Là je regarde un peu si on a d'autres choses. Le fish eye, ça permet de faire une sorte de déformation de l'image, vous voyez. Ça peut être rigolo dans certains jeux de faire ce genre d'effet. Bon là je vais le désactiver parce que ça va trop déformer. Voilà, le motion blur, c'est ce que je vous parlais, ça permet de flouter, en tout cas d'appliquer des effets pendant le mouvement. Le tilt shift, ça permet de flouter toute une scène, sauf l'endroit que vous voulez mettre en valeur. Donc ça permet de flouter l'arrière-plan. Bon, l'anti-aliasing, ça permet de limiter les petits escaliers, vous voyez, sur les rebords. Ça permet de lisser vos objets. Après, je vous laisserai un peu tester, hein. Deep of Field, ça permet d'afficher différemment les éléments qui sont au premier plan par rapport aux éléments qui sont en arrière-plan. Encore une fois, vous pouvez par exemple flouter l'arrière-plan et laisser le premier plan net. On a Sepia, c'est un peu les effets vieille photo. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça marche pas. On a des déformations. Bon, moi je vais laisser le bloom. Du coup, voilà. Maintenant, j'ai un petit effet lumineux. Vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez les laisser activer ou pas. Ça change complètement le visuel. Bon, et juste avant de se quitter, histoire de faire un petit truc supplémentaire, je vais vous montrer comment on va créer nos tours de défense. Alors nos tours, ça sera simplement un cube. Sur ce cube, alors je vais le positionner ici en .5. On va le redimensionner par exemple en .8, .8, .8. Du coup, hop, ça sera plus du .4. Voilà. Donc notre tour, ça sera un cube sur laquelle on va placer une sphère. Alors cette sphère, je vais la mettre en .7, .7, .7 déjà pour voir ce que ça donne. Je la surélève un peu histoire de mettre la moitié ici. Sur cette sphère, on va ajouter un cylindre. Alors ce cylindre, je vais l'écraser comme ça. Et je vais l'étendre un peu. Voilà. Je vais le pencher un peu en avant. Comme ceci. Donc en fait, il s'agira du canon. Vous pouvez appliquer des textures à votre tour. Comme ceci. Et voilà, on a notre première tour de défense. Donc voilà à quoi ça ressemblera. Le cylindre, on va le mettre à l'intérieur de la sphère. Et la sphère, on va la mettre à l'intérieur de la cube. Et je vais l'appeler Tower. Voilà. Et au niveau de ce cylindre, on va encore ajouter un objet vide que je vais colorer avec ceci, un petit icône. Cet objet vide, je vais le mettre devant la tour. Et cet objet vide, je vais le mettre dans le cylindre. Donc on a l'objet dans le cylindre, dans la sphère, dans le cube. Alors, en gros, le cube ne bougera pas.
donc ça restera fixe au sol. La sphère, quant à elle, pourra tourner comme ceci pour viser l'ennemi. Le cylindre restera fixé à la sphère. Et ici, il s'agit de l'endroit où seront instanciées les balles, les projectiles qui seront propulsés vers les ennemis. Donc voilà au niveau de notre tour, hein, ça sera pas plus compliqué que ça. On peut laisser ça comme ça. Si vous voulez, vous pouvez même créer un petit préfab pour garder ça de côté en réserve. Je vous propose de sauvegarder et du coup on peut passer à la prochaine vidéo dans laquelle je vous montrerai comment instancier des tours à l'endroit où le joueur aura cliqué.